Vraiment? Tu es de Corée? C'est pas vrai, tu parles comme une native. Richard a sursauté quand je lui ai dit que je venais de Corée du Sud. Oui, je suis 100% coréenne, lui ai-je répondu en gloussant. Ah, j'avais passé des heures tous les jours à pratiquer mon français. Je suppose que ça a payé, mais c'était il y a 6 ans déjà. Au fait, je m'appelle Jenny et je suis coréenne. À l'époque, j'avais 21 ans et je me suis inscrite à un club francophone en ligne où j'ai rencontré Richard, dont je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis ce tout premier cours, nous avons commencé à nous parler tous les jours, et les étincelles entre nous étaient indéniables. Il me disait toujours qu'il aimerait que je sois en République tchèque avec lui, et je me surprenais à rêver de notre futur mariage. Ok, bon, je m'avançais un peu, mais il était tellement génial. Après un mois de conversation ininterrompue, j'ai réalisé que j'allais probablement échouer à l'université si je commençais pas à me fixer des priorités. Mais je ne pensais qu'à lui, et quand je ne discutais pas, je le suivais sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que je le voyais taguer avec une autre fille, j'étais jalouse. Cela ne pouvait pas être sain. Je veux dire, je l'avais même pas rencontré dans la vraie vie. Mais nous avons quand même continué à nous aimer, et il m'a même présenté ses 2 meilleures amies, Anastasia et Pavel, par appel vidéo. Mais je n'avais pas autant de succès que dans ma vie amoureuse, car j'échouais lamentablement à l'université. J'avais toujours été celle qui se moquait de mes amies en mal d'amour, et maintenant, je n'étais pas meilleure qu'elle. Ce n'était pas bien. Quelque chose devait changer. Alors même si ça me tuait intérieurement de faire ça, une nuit, avant de m'asseoir à mon bureau pour travailler sur mon devoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué mon WhatsApp, désactivé mon Facebook, et tout ça sans le prévenir. Ouais, je l'ai carrément ghosté. C'était une décision si difficile à prendre car cette nuit-là, au lieu de faire quoi que ce soit pour mon devoir, je me suis retrouvée allongée dans mon lit avec un oreiller trempé de larmes. Ça faisait tellement mal, mais je devais penser à mon avenir. Mes parents me tueraient si je ne trouvais pas un bon travail. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Bref, Pavel m'a envoyé un message quelques jours plus tard pour me dire que Richard était devenu complètement fou et qu'il ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Il ne mangeait presque rien et buvait toute la journée. Il ressemblait à un zombie maintenant. Mais je n'ai pas bronché. Je parie qu'il va s'en sortir. Il était jeune et beau et les filles étaient toujours après lui. Il se remettra vite de moi. Et je l'oublierai, n'est-ce pas? Ah, si seulement c'était si facile. Il me manquait chaque jour, même si nous étions séparés par des milliers de kilomètres. Il me faisait toujours me sentir en sécurité, comme s'il était juste à côté de moi. Qu'ai-je fait? J'ai tout gâché. Oh, au lieu de perdre du temps à trop réfléchir, je ferais mieux de mettre toute mon énergie dans mes études pour le moment, n'est-ce pas? Et ça a marché. Au moment de la remise de diplôme, j'étais la meilleure élève de ma classe, et j'ai même été acceptée dans un programme d'échange en Australie. Sans même réfléchir, j'ai envoyé un SMS à Richard pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je me suis excusée d'avoir disparu et lui ai dit que ça m'avait perturbée parce que je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui à ce point. J'avais juste besoin de temps pour finir mes études. Mais maintenant, j'étais prête à renouer le contact. Il avait vu mes messages mais ne m'avait pas répondu. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé en plein cœur. Quelques minutes plus tard, il m'a enfin répondu et m'a dit « Désolée Jenny, je te contacterai bientôt. C'est pas le meilleur moment. » Je n'arrivais pas à croire les mots que je lisais. J'entendais le son de mon cœur qui se brisait. Oh, mais je le méritais. Je suis celle qui s'est débarrassée de lui. Il méritait mieux. Mais je le traquais quand même tous les jours sur Internet. J'ai réalisé que la seule façon pour résoudre ce problème était de prendre l'avion pour la République tchèque et de le retrouver. Mais d'abord, j'avais mon programme d'échange en Australie. J'ai acheté un nouveau téléphone et obtenu un nouveau numéro pour le voyage afin de laisser mon ancien téléphone en Corée pour mon oncle qui se plaignait toujours de son téléphone obsolète. Ces 3 mois en Australie ont été géniaux et m'ont permis de me changer les idées pour un temps. J'étais prête à prendre un nouveau départ à mon retour de voyage, jusqu'à ce que mon oncle me dise que quelqu'un m'avait envoyé un message sur mon ancien téléphone. Mais il ne connaissait pas le français, il ne savait pas si c'était pour moi ou non. J'ai immédiatement vérifié et il y avait un message de Richard qui disait « Jenny, je suis tellement désolée pour mon dernier message. Tu me manques tellement. Ton sourire, tes yeux, ta voix. J'espère que tu pourras me donner une autre chance. Je t'aime, Richard. » Oh mon Dieu, des mois s'étaient écoulés depuis qu'il me l'avait envoyé et le pire de tout, c'est que mon oncle avait lu le message. Donc il disait « Vu ». Oh, c'était un désastre. Ok, mais je devais me concentrer sur le côté positif. Je lui ai manqué. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Alors j'ai envoyé un SMS pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il a finalement répondu et m'a dit qu'il pensait que j'avais renoncé à lui. Je ne renoncerai jamais à lui. On a ensuite eu un vrai coup de fil. Je pense toujours à toi tout le temps. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message sur Facebook ? Les mots sont sortis de ma bouche à la hâte, comme si j'avais peur de perdre à nouveau le contact avec lui, de quelque façon qu'il soit. Soudain, il s'est tu.
Puis il m'a dit qu'il avait récemment rencontré quelqu'un et qu'il espérait que je comprendrais et que je voudrais toujours être amie avec lui. Je me suis sentie dévastée. Pourquoi était-ce si difficile pour nous? Mais finalement, je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai simplement souhaité bonne chance et j'ai raccroché. Tout ce que je pouvais faire maintenant était de passer à autre chose. Il était temps de trouver quelqu'un d'autre à fréquenter. Il est clair que Richard et moi n'étions pas faits pour être ensemble. J'ai eu mal au cœur, mais j'ai trouvé un travail et je me suis lancée, en y consacrant toute mon attention. J'ai fini par obtenir une promotion et après 5 ans, j'ai pu aider mes parents à rembourser leurs dettes. J'ai même accédé à un poste de direction. Bien sûr, pendant cette période, je suis sortie un peu avec des hommes, mais aucune de ces relations n'a duré. Richard me manquait tout le temps. Je rêvais toujours de nous voir passer Noël ensemble. C'était si frustrant, je veux dire. Ça faisait 5 ans et nous nous étions toujours pas parlé. Pourquoi je ne pouvais tout simplement pas l'oublier? J'allais de temps en temps sur sa page Facebook, mais tout ce que je voyais, c'était sa photo de profil. Toujours la même depuis des années. J'avais aussi supprimé ses amis, Anastasia et Pavel, donc je ne pouvais pas les suivre non plus. Pour ce que j'en savais, il pouvait être le mari de quelqu'un maintenant. Peut-être même un père. Et pourtant, je n'ai jamais abandonné l'espoir de nous rencontrer dans la vraie vie. Nos chemins se croiseraient et nous serions enfin ensemble. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et puis 3 semaines avant Noël, j'ai reçu une nouvelle demande de suivi sur Instagram. Je pouvais pas le croire. C'était Pavel. Et il était maintenant marié à Anastasia. Ça m'a rendue tellement heureuse et il m'a dit qu'ils allaient faire leur lune de miel en Corée et qu'ils espéraient me voir. Oh mon Dieu, j'étais si contente. Je voulais désespérément lui poser des questions sur Richard, mais j'étais terrifiée à l'idée d'entendre qu'il avait des enfants ou quelque chose du genre. Anastasia m'a aussi envoyé un message et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'étais toujours célibataire parce que je travaillais tout le temps. Je pouvais quand même pas lui dire que c'était parce que j'étais toujours obsédée par Richard. Quoi qu'il en soit, la semaine a filé et j'étais enfin à l'aéroport, attendant de rencontrer Pavel et Anastasia dans la vraie vie. Ils avaient l'air si mignons et je les ai serrés très fort dans mes bras. Après les avoir embrassés, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait derrière eux. Oh mon Dieu, était-ce Richard? Qu'est-ce qu'il faisait là? J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas bouger. C'était vraiment lui. Pavel a brisé le silence en disant « Nous avons amené Richard pour toi, Jenny. N'hésite pas à le frapper, à le mordre et à lui donner des coups de pied ou tout ce que tu veux faire si tu penses qu'il le mérite. » Sous le choc, j'ai fondu en larmes. Cela faisait si longues années de silence total. Et maintenant, il était là, à me regarder. Je me suis demandé si je pouvais le prendre dans mes bras. Mais je n'ai même pas eu l'occasion de répondre à ma pensée car il a couru vers moi et m'a pris dans ses bras, en me serrant très fort. Puis il m'a chuchoté à l'oreille. « Je suis tellement désolée, Jenny. Ne pleure pas. Je suis là. Je ne te laisserai pas. Je te le promets. » Mais pouvais-je encore lui faire confiance? J'étais encore sous le choc, et quand je les ai conduits à leur hôtel, et encore plus tard quand je les ai emmenés manger de la nourriture coréenne. J'étais nerveuse à l'idée de passer du temps avec eux. Mais nous avons vraiment passé la meilleure soirée à manger, à boire et à rire. Le lendemain, Pavel et Anastasia commençaient leur lune de miel. Alors peut-être que Richard et moi aurons un peu de temps seuls pour parler de ce qui restait entre nous. Après les avoir déposés à leur hôtel, je partais en voiture quand soudain, j'ai vu Richard revenir en courant vers moi. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je me suis arrêtée et nous nous sommes assis sur un banc pour parler. Je l'ai écouté me dire qu'au cours des 6 dernières années, il avait essayé de sortir avec d'autres filles, mais que ça n'avait jamais marché parce que j'étais toujours dans son esprit. Il a dit qu'il avait passé la plupart de son temps à travailler afin de pouvoir économiser pour me rendre visite ou m'acheter un billet pour que je puisse venir le voir. Cela lui a pris plus de temps qu'il ne l'avait espéré parce que ses parents avaient divorcé et qu'il s'était occupé de sa mère qui était très déprimée. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer et il a dû travailler encore plus dur pour l'aider à payer son traitement. Après 3 longues années de lutte, elle est malheureusement décédée. Et depuis lors, il se sentait si seul et si triste. Un jour, il a demandé à Pavel de me contacter d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il a découvert que j'étais toujours célibataire, il était aux anges et a décidé qu'il était enfin temps de venir en Corée pour me voir. Il a dit que le fait de me voir en vrai l'avait rendu encore plus amoureux de moi et qu'il n'avait même pas cru ça possible. Puis il m'a serré très fort dans ses bras et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Nous avons passé Noël ensemble comme je l'avais toujours rêvé. Et le reste appartient à l'histoire. Je suis maintenant en train de faire mes valises pour m'envoler vers la République tchèque pour voir Richard. J'ai hâte de rencontrer sa famille. Et vous ne le croirez jamais, mais nous sommes même en train de planifier notre mariage. La grande question est, où allons-nous vivre? Dois-je aller là-bas ou doit-il venir en Corée? Pour être honnête, ça n'a pas d'importance. Tant que nous sommes ensemble, ce sera parfait. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Même si ça prend 1 an ou 6. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureuse d'avoir été patiente, parce que je n'ai jamais été aussi heureuse. Bonjour tout le monde. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui s'est vengé de vous? C'est pas drôle, hein? Eh ben, voici mon histoire de vengeance. Mais avec un retournement de situation. Vous ne croirez pas qui s'est avéré être mon farceur? Ah,
je me présente d'abord. Je m'appelle Clara et j'ai 24 ans. Dire que j'ai une vie malheureuse serait un euphémisme. Pour commencer, mon père a laissé tomber ma mère pour une autre femme. Et peu de temps après, ma mère est décédée d'une grave maladie. En gros, ma vie entière s'est écoulée en quelques mois, et j'étais encore trop jeune à l'époque. C'était dur au fil des années, et j'ai toujours pensé que ma vie ne pourrait plus jamais redevenir comme avant. Mais un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et a tout changé. Il s'appelait Simon. Il avait 7 ans de plus que moi. Et il a sérieusement changé ma vie. Il vivait dans une autre ville, mais il venait souvent dans la mienne pour des affaires. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre, mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Un jour, je travaillais dans un magasin de vêtements quand une fille du même âge que moi est entrée. Elle voulait que je l'aide à choisir une robe, mais elle était assez grossière avec moi, et je n'arrêtais pas de la surprendre en train de me dévisager avec des regards noirs. Qui était-elle et pourquoi me traitait-elle ainsi? Finalement, après environ 2 heures, elle s'est décidée et a choisi seulement une cravate qu'elle voulait acheter pour son mari. J'étais soulagée de me débarrasser d'elle, mais choquée quand j'ai vu le nom sur sa carte de crédit. Simon Dubois. Son mari avait exactement le même nom que mon petit ami. Quelle coïncidence! Elle a dû me surprendre en train de fixer la carte parce qu'elle a soudainement dit « Ouais, Simon est mon mari. Maintenant reste loin de lui. » Quoi? Son mari? Mon Simon? Avant même que je puisse réagir, elle s'est tournée vers tout le monde dans le magasin et a dit « Cette fille est une chercheuse d'or et elle essaye de briser mon mariage. » J'étais choquée. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas vrai, mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle est partie en trombe et je suis restée là à entendre les gens murmurer à mon sujet. C'était le moment le plus humiliant de ma vie. J'ai immédiatement couru à la salle du personnel et appelé Simon. J'espérais vraiment qu'il s'agissait d'un gros malentendu, mais le ton de Simon m'a fait comprendre que c'était la vérité. Il m'a dit qu'il m'avait menti et qu'en fait il vivait dans la même ville. Qu'il avait juste inventé l'histoire du voyage d'affaires pour ne pas avoir à me rencontrer souvent. Mais ensuite il a dit « Clara, je t'aime vraiment. Je suis sérieux à propos de nous. » Attends, il était sérieux? C'était ridicule, il me dégoûtait. Comment a-t-il pu me traiter comme ça? J'ai raccroché et j'étais horrifiée. Ça m'a rappelé d'horribles souvenirs de la femme qui a volé mon père à ma mère. Je ne voulais pas être ce genre de femme. Le lendemain, j'ai déménagé de la maison que Simon avait louée pour moi. Je ne voulais plus être associée à cet imbécile. Mais la vie fonctionne d'une façon mystérieuse. Le jour où j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai vu la femme de Simon. Et vous n'allez pas le croire? Il semblait qu'elle venait d'emménager à côté aussi. C'était une blague? Dès qu'elle m'a vue, elle a souri et a dit « Waouh, quelle coïncidence! Bonjour voisine, je m'appelle Lise. » En la voyant déballer ses affaires toute seule, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où était Simon. Mais je me suis dit que Lise avait peut-être rompu avec lui, et elle s'était installée ici toute seule. Je l'espérais en tout cas. Je détesterais l'idée d'avoir Simon comme voisin. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Et depuis, c'est la folie. Dès ma première semaine ici, Lise a commencé à me jouer de mauvais tours. Tout a commencé quand elle a jeté des ordures dans mon jardin. Je l'ai même surprise en train de le faire, et elle a juste souri et dit « Oups, ma main a glissé !» Puis elle est partie en riant. Ça m'a rendue folle de rage. Et ce n'était que le début. Un week-end, un livreur s'est présenté sur mon porche avec 10 pizzas extra larges. J'ai essayé d'expliquer que je ne les avais pas commandées. Et c'est alors que Lise est apparue à ma porte et a dit « Oh, merci de m'avoir commandé le dîner, Clara. Je suis affamée. » Puis elle a pris 5 pizzas et elle a couru chez elle, me laissant là avec une facture de 100 €. Bon sang, c'était tellement agaçant et je n'avais pas d'autre choix que de payer. Sérieusement, Lise était trop lourde. Autant que ces mauvaises blagues me tapaient sur les nerfs, autant que j'avais de la peine pour elle. Je savais ce que c'était de se faire voler quelqu'un que l'on aime. Elle devait tellement me détester pour avoir ruiné son mariage. Alors que c'était même pas de ma faute. J'ai décidé de supporter ses mauvais tours. Elle finirait par s'en remettre. Et c'est pas comme si elle me faisait du mal, hein? Eh bien, une nuit, j'ai entendu la sonnette. Je n'attendais personne. Et j'ai été surprise de voir un jeune homme debout avec une pancarte qui disait « J'accepte d'être ton petit ami. Sors avec moi. » J'étais totalement perplexe et lui ai dit qu'il s'était trompé de maison. Mais il m'a ensuite montré l'adresse de l'autre côté. C'était mon adresse. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, mais il a essayé de prendre ma main et m'a dit « Allez ma belle, sois pas timide. » Je lui ai dit que s'il ne me laissait pas tranquille, j'appellerais la police. Alors heureusement, il s'est enfui. Inutile de préciser que je savais que c'était une blague de Lise. Mais cette fois, elle était allée trop loin. J'ai décidé d'aller la voir et de lui toucher un mot, une bonne fois pour toutes. Alors que je marchais vers sa maison, j'ai vu quelqu'un de familier de l'autre côté de la route. Je n'arrivais pas à le croire. C'était mon père. Tant d'années avaient passé et il avait complètement changé. Mais il n'y avait aucun doute que c'était lui. J'ai soudainement hurlé « Papa ?» Mais je savais pas quoi faire après. Je réfléchissais à mon prochain mouvement quand j'ai senti quelqu'un derrière moi.
Je me suis retournée et j'ai vu Lise. Elle m'a souri et s'est éloignée. C'était quoi son problème? Avait-elle entendu ce que je venais de dire? J'étais tellement choquée de voir mon père que je suis rentrée en courant dans ma maison. Je le détestais pour ce qu'il avait fait à ma mère. Mais il était toujours mon père. Et je voulais savoir s'il allait bien et ce qu'il faisait ici. J'ai à peine dormi cette nuit-là car je n'arrêtais pas de penser à mon père. Le lendemain matin, j'étais assise près de la fenêtre, quand il est réapparu. Cette fois-ci, il était avec Lise et elle lui tenait le bras. Que faisait-elle avec mon père? Pourquoi était-il si proche? Plus tard ce jour-là, je l'ai revu et cette fois, lui et Lise se faisaient des câlins. Oh mon Dieu, ils sortaient ensemble? Peut-être que Lise m'avait entendu l'appeler papa et que maintenant elle flirtait avec lui pour encore se venger de moi? C'était trop. L'idée d'avoir Lise comme belle-mère me donnait envie de vomir. J'ai attendu et attendu, mais il était dans sa maison et il n'y avait aucun signe de son départ. Finalement, il est parti et dès qu'il a été dans sa voiture, j'ai couru dans sa maison. Je tremblais quand j'ai frappé à la porte. Et quand Lise a ouvert, j'ai dit « Tu es allée vraiment trop loin. Peux-tu arrêter cette vengeance maintenant ?» Lise a eu l'air confuse et a dit « Mais de quoi tu parles ?» Lise ne semblait toujours pas comprendre et j'étais sur le point de lui expliquer quand j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et mon père était juste là. Il a dit « Quel est le problème, Lise? Pourquoi te disputes-tu avec cette jeune femme ?»« Hein? Jeune femme? Il ne me reconnaissait pas ?» Alors Lise est intervenue et a dit « C'est bon, papa, nous avons juste un malentendu ici. » Quoi? Papa? C'est ton père? Vraiment? J'ai bégayé. Oui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? A-t-elle dit. Lise, tu n'as pas besoin de me mentir. Je sais que tu sors avec mon père pour te venger de moi. Et je poursuivis. Waouh! Attends, qu'est-ce que tu veux dire par ton père? Lise haletait. À ce moment-là, mon père a eu l'air confus aussi et il s'est approché de moi et a demandé s'il pouvait regarder ma main. Après avoir vu ma tache de naissance, il a commencé à pleurer et à me serrer dans ses bras. Clara, c'est toi. C'est vraiment toi. Je ne savais pas comment réagir. Alors je l'ai laissé me prendre dans ses bras. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait pas serré comme ça. Depuis la mort de ma mère. J'avais essayé d'être forte et de me contenir. Mais soudain, je n'ai plus pu me retenir. J'ai fondu en larmes dans ses bras. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Et finalement, il m'a emmenée chez Lise et m'a raconté l'histoire. Il s'est avéré qu'après nous avoir quittés, ma mère et moi, il s'était fait piéger par cette femme. Mais il avait tellement honte qu'il a décidé de déménager dans une autre ville et de recommencer à zéro. Un jour, il travaillait dur sur un chantier de construction, quand il s'est blessé. Il a fini à l'hôpital, et c'est là qu'il a rencontré Lise. Elle avait eu un accident de voiture et avait besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence. Elle a un groupe sanguin assez rare, mais heureusement, mon père avait le même groupe et il s'est porté volontaire pour lui donner du sang. Après ça, ils sont devenus très proches et, comme Lise avait perdu ses 2 parents dans l'accident de voiture, mon père a fini par l'adopter. Je n'arrivais pas à le croire. Mon père avait traversé tellement de choses et, pendant tout ce temps, je pensais qu'il vivait sa vie avec une femme riche. Je me suis sentie si mal pour lui et j'ai décidé de laisser le passé derrière moi et de lui pardonner. Quant à Lise, elle a également été laissée confuse par cette coïncidence. Elle a donc quitté la pièce pour digérer tout ça. Tandis que papa et moi avons pris le temps de rattraper nos vies. Plus tard, Lise a préparé le dîner pour nous 3. Et avant que nous nous y mettions, elle a timidement pris ma main et a dit « Clara, j'ai été si horrible avec toi. Je suis désolée. Je sais que tu n'es pas responsable de mon divorce. Mais j'étais quand même contrariée et c'est pour ça que je t'ai joué tous ces mauvais tours. C'était tellement enfantin, pas vrai? S'il te plaît, pardonne-moi. Ma sœur. » Nous avons ri et nous nous sommes serrés l'une contre l'autre pour faire la paix. Je ne pouvais pas le croire. Après toutes ces années de solitude, j'avais soudain une sœur et mon père était de retour. Ma vie avait enfin pris un nouveau tournant. Et je riais presque à l'idée que tout cela était dû à ma rencontre avec Simon. Au moins une bonne chose était sortie de cette relation désastreuse. Te laisseras-tu un jour envahir par la haine, au point de changer toute ta vie pour te venger de quelqu'un? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je m'appelle Claire et j'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon petit ami David est parti pour étudier en France. Nous étions très amoureux à l'époque et ce n'était pas facile d'être éloignés. Mais nous nous en sommes étonnamment bien sortis. David m'a promis que nous nous marierons à son retour. Mais après quelques mois d'absence, il a commencé à prendre ses distances. Il ne m'appelait plus tous les jours et répondait à peine à mes SMS. Je pensais qu'il était peut-être trop occupé et stressé pour gérer sa nouvelle vie, tout en gérant le fait que je lui manquais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de fou et de m'envoler pour Paris pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. Je n'avais pas vraiment réfléchi. J'avais juste pris l'avion avec enthousiasme et pris un taxi pour aller à son appartement. Mais, au moment même où je l'ai vu entrer dans le hall, je l'ai regretté.
David était là, mais il n'était pas seul. Il était en train d'enlacer et d'embrasser une autre fille. Et elle est même montée avec lui. J'ai senti mon sang bouillir et j'ai voulu crier. Mais au lieu de cela, je suis partie. J'étais si bouleversée, mais aussi en colère. Comment a-t-il pu me trahir comme ça ? Faire un long chemin juste pour voir mon petit ami me trahir sous mes yeux était une mauvaise chose, et je ne pensais pas que la vie pouvait être pire. Mais j'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pire. Après avoir quitté son appartement, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse à proximité, et j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis endormie. L'instant d'après, je me réveillais avec une odeur de brûlé. Oh mon Dieu, l'auberge était en feu. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante, mais j'ai été grièvement brûlée et j'ai gardé une énorme cicatrice sur le visage. J'étais là, le cœur brisé et brûlé vif dans un pays étranger, où je ne connaissais personne et ne parlais pas la langue. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et aussi moche de toute ma vie. En me regardant dans le miroir, je n'ai ressenti que de la colère et de la rancœur contre David. Il avait détruit ma vie et je voulais à tout prix le lui faire payer. Après avoir récupéré, j'ai pris l'avion et je suis retournée aux États-Unis. C'est là que j'ai commencé à préparer ma vengeance. J'avais plus d'un tour dans mon sac, mais chaque chose en son temps. La chirurgie plastique. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait refaire le visage. J'ai même changé mon nom, déménagé dans un nouvel appartement et vécu avec une nouvelle identité. Ma vie était déjà assez misérable, alors tout ce que je voulais, c'était recommencer à zéro. Et ça a marché. Après l'opération, je suis devenue une personne complètement différente, comme je l'avais voulu. Et en plus, j'étais encore plus belle qu'avant l'accident. Je me sentais merveilleusement bien et j'avais hâte de recommencer à vivre. Bien sûr, j'ai dû travailler comme une folle pour payer ma chirurgie plastique. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas ? En plus de ça, c'est aussi comme ça que j'ai fait de mon mieux pour me construire une carrière. David regretterait de m'avoir trompée pour le reste de sa vie. Ça c'est sûr. Et comme prévu, après 3 ans de travail acharné, j'ai fini par être promue à un poste de direction dans l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Et je suis devenue une femme belle et brillante que beaucoup de gens admirent. Au même moment, quelques-uns de mes amis m'ont dit que David était rentré de Paris et qu'il travaillait désormais pour un grand cabinet d'architectes. J'ai presque ricané quand j'ai entendu le nom de l'entreprise. C'était notre nouvelle entreprise partenaire. Oh, les choses allaient devenir amusantes. Mes amis m'ont également dit qu'il avait ramené sa petite amie française aux États-Unis avec lui et qu'ils allaient bientôt se marier. Quoi ? Ils allaient se marier ? Ils avaient l'air si heureux ensemble, hein ? Pas étonnant que pendant toutes ces années, il n'ait pas essayé de me contacter une seule fois. Après l'avoir surpris en train de me tromper, j'ai juste disparu. J'aurais pu être morte, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela m'a poussée à le détester encore plus. C'était hors de question qu'un traître puisse vivre heureux comme ça. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il était temps de mettre mon plan en exécution. D'abord, j'ai dit à mon patron que je travaillais sur le projet avec l'entreprise de David. Au moins, comme ça, j'aurai une excuse pour l'approcher. Lors de cette première rencontre, je me suis arrangée pour être aussi belle que possible et j'ai attendu en retenant mon souffle. Bien sûr, David ne m'a pas reconnue. Eh bien, le croiriez-vous ? Il a continué à me regarder et à me draguer. J'ai trouvé ça hilarant et je me suis mise à le draguer en retour. Et finalement, il a compris et m'a demandé de sortir avec lui. Quel con ! Je comprenais maintenant pourquoi j'avais été larguée dans le passé. Même quand il avait déjà sa fiancée, il pouvait toujours flirter tranquillement avec les autres. Pauvre fiancé. J'ai continué à jouer le jeu et j'ai même fait des plans pour me lier d'amitié avec sa fiancée, Valérie. Je savais qu'elle traînait dans un certain café. Alors un jour, j'y suis allée et je l'ai accidentellement bousculée, faisant tomber de l'eau sur sa magnifique tenue. J'ai continué à m'excuser et lui ai dit que je paierais pour la faire nettoyer à sec. Et finalement, nous avons commencé à discuter et à sympathiser. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai demandé si elle voulait aller faire du shopping un jour, ce qu'elle a accepté. C'était beaucoup trop facile. Quelques jours plus tard, nous sommes allés faire du shopping. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à me confier à quel point elle se sentait seule et qu'à part son petit ami, elle ne connaissait personne ici. Je lui ai souri gentiment et lui ai dit que je serais volontiers sa meilleure amie. Au même moment, David et moi sortions ensemble. J'ai fait semblant de craquer pour lui, même si au fond de moi j'étais furieuse contre lui.
Je lui ai même dit que je partagerais avec lui des documents de travail confidentiels, s'il me dorlotait et me traitait comme une princesse. Il semblait totalement amoureux de moi et passait tout son temps libre à m'inviter au restaurant et à m'acheter des cadeaux de valeur. On aurait dit qu'il n'était plus intéressé par Valérie. Évidemment, Valérie est venue me voir et m'a dit qu'elle était très triste parce que le mariage approchait, mais que son fiancé était tout simplement froid et agissait bizarrement. D'un côté, je l'ai réconforté et encouragé. Mais de l'autre, j'ai séduit David et pris la plupart de son argent. Il a même mis mon nom sur le contrat de la maison. Donc techniquement, je possédais son appartement. Vous savez, je voulais que David ressente la douleur d'être trahi par la personne en qui il avait confiance. Un jour, Valérie m'a appelée en larmes et m'a dit qu'elle soupçonnait son petit ami de voir quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé quel était le nom de son petit ami et où il travaillait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que je l'aiderais à le découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Valérie quelques photos de lui en train de la tromper avec moi, mais en cachant évidemment mon visage. Cependant, c'était bien assez de preuves pour la faire souffrir. Puis j'ai dit à Valérie qu'il semblait que son petit ami travaillait avec cette autre fille sur un projet, et que Valérie pourrait se venger en détruisant le projet. De cette façon, il ne pourrait plus travailler avec cette autre fille. Valérie est tombée dans le panneau. C'était fou. Le lendemain, mes collègues m'ont appris que la folle fiancée de David avait détruit la maquette finale du projet des deux entreprises. Elle avait renversé de l'eau sur son ordinateur portable et l'avait jeté par terre, alors que la date limite approchait et qu'il était trop tard pour tout recommencer. Apparemment, son patron était furieux et l'a immédiatement renvoyé. Ce contrat valait des millions de dollars et il venait de tout gâcher. Mais le mérite revient entièrement à Valérie. Elle n'y avait même pas réfléchi. Elle était stupide à ce point. Ah, ça a bien servi David. Finalement, le karma est venu et lui a botté les fesses. Ce soir-là, je suis allée chez eux. David n'avait plus de travail, plus d'argent, et il était sur le point de perdre sa fiancée et sa maison aussi. J'ai frappé à la porte et quand Valérie a ouvert, elle était choquée de me voir. Mais pas aussi choquée qu'elle allait le devenir. David m'a vue et on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Surprise !» ai-je dit. « Salut David !» Valérie a eu l'air confuse et a dit « Attendez, vous vous connaissez ?» J'ai rigolé et j'ai dit « Bien sûr que oui, Valérie. En fait, je suis l'autre femme avec laquelle il te trompe. Et ce n'est pas tout. Je suis en fait l'ex de David. » Puis, je me suis tournée vers David. « C'est vrai, David, c'est moi. Claire. » Valérie, quand il est venu à Paris, il sortait avec moi. Et puis il m'a trompée avec toi. Alors je me suis vengée. Les deux avaient l'air complètement abasourdis. Et au lieu de me crier dessus, ils ont commencé à se battre entre eux. Valérie criait. « Comment tu as pu me faire ça ?» David a répliqué en criant. « Tu es folle ! Si tu n'avais pas ruiné mon ordinateur portable, les choses ne se seraient pas passées comme ça. »« Oh, vraiment ? Si tu ne m'avais pas trompée, je n'aurais pas fait ça. » a dit Valérie en éclatant en sanglots. Très vite, elle a découvert que la maison m'appartenait maintenant, ainsi que tout son argent. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je suis restée là, à admirer la façon dont ma vengeance s'était déroulée. Finalement, ils ont rompu et j'ai décidé de les virer de la maison. Le plan de vengeance que je mettais au point depuis des années a donc réussi. Cependant, il y avait un problème. Le prix que j'ai payé pour ça n'était pas des moindres. Lorsque je suis arrivée au travail, tout le monde chuchotait à mon sujet, disant que le projet sur lequel je travaillais avait été un échec total et que tout cela était dû au fait que j'avais séduit le gars de notre société partenaire, alors même qu'il était sur le point d'épouser sa fiancée. C'était un désastre, ma réputation était ruinée. Je ne pouvais pas supporter que tout le monde soit contre moi. Alors j'ai démissionné. J'ai décidé de passer un peu de temps à la maison pour essayer de me vider la tête. Je ne comprenais pas. J'avais passé des années à préparer ma vengeance. Et maintenant qu'elle avait enfin été couronnée de succès, pourquoi je me sentais si mal ? J'étais tellement occupée à ruiner la vie de David que je n'avais pas pensé aux conséquences sur ma vie. Je me suis faite des illusions. Par-dessus tout, la joie et la satiété de les voir tous les deux déménager de la maison n'étaient que temporaires. Et ce qui restait après ça n'était qu'un sentiment de vide. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'ai fait que ruiner la vie des gens. Surtout celle de Valérie. Elle était innocente dans tout ça. Comment ai-je pu être si cruelle ? Un jour, alors que je marchais dans la rue, je l'ai vue à l'arrêt de bus. Et elle avait l'air si triste et si maigre. Et ça m'a tourmentée.
Cette pauvre fille ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je devais m'excuser. J'ai donc traversé la rue en courant. Mais le temps que j'arrive, le bus s'était passé et elle était partie. J'ai décidé alors de l'appeler. J'ai demandé si nous pouvions parler et au début, elle a refusé. Mais une fois que je lui ai dit que j'étais désolée et que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à propos de tout ça, elle a accepté de me rencontrer. Je tenais les clés de son ancienne maison lorsqu'elle s'est avancée vers moi, et je les lui ai remises. Elle était surprise, mais j'ai commencé à lui expliquer. « Valérie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était juste que David m'a brisé le cœur et pendant des années, je n'ai pensé qu'à détruire sa vie comme il avait détruit la mienne. Je n'avais pas réalisé que tu étais si douce. Et maintenant je vois à quel point j'ai été horrible avec toi. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu me faisais confiance et je t'ai complètement trahi. » Au début, Valérie n'a rien dit. Puis elle a commencé à me crier dessus, en disant qu'elle me considérait comme sa meilleure amie et qu'elle se sentait si pitoyable de m'avoir fait confiance. À ce moment, j'ai éclaté en sanglots. J'étais un monstre. À la minute où j'ai commencé à pleurer, quelque chose a changé chez Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce que je lui avais fait, elle voulait toujours me réconforter. On était là dans les bras l'une de l'autre, à pleurer. Et oui, finalement, quelque chose de bien était sorti de tout ce chaos. J'avais une amie. Et très vite, cette amie deviendra ma meilleure amie, c'est sûr. Les gars, honnêtement, je ne vous recommande pas de perdre votre temps à vous venger. J'ai gâché tant d'années de ma vie à être obsédée par le fait de faire du mal à David. Et au final, ça n'a fait du mal qu'à moi-même et à la pauvre innocente Valérie. De par ma propre expérience, je veux juste vous dire, soyez toujours une personne mature et vivez pour vous-même, pas pour les autres. Salut les amis, c'est Sam, votre célibataire préféré. Après que ma copine depuis plus de 9 ans, Jeannette, m'a trompé, j'ai décidé d'abandonner les filles pour essayer de fréquenter un mec. Au bout de quelques rencarts avec ce grunt, je me suis rendu compte que je n'étais pas gay. Confus, je suis allé errer au lac. C'est là que j'ai vu la fille du bubble tea pleurer toutes les larmes de son corps. On a fini par discuter, et en fait elle est plutôt géniale. Mais vu que je suis un abruti, j'ai oublié de lui demander son nom et son numéro. Ah! Je l'avais déjà croisée 2 fois, donc je devrais de nouveau bientôt tomber sur elle, non? Mais les semaines passèrent et je ne la voyais nulle part. J'ai même passé quelques après-midi dans la boutique de bubble tea en espérant la voir. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai trouvé son sosie. Une pauvre fille qui s'est retrouvée terrifiée quand je lui ai foncé dessus en criant « Oui, je t'ai trouvé ! Oups !» Je n'arrêtais pas de penser à elle. C'était vraiment embêtant. Et puis, pour empirer le tout, ma mère m'a appelé en me demandant de venir de toute urgence. Il n'y a pas à discuter avec ma mère car elle a toujours raison, donc je suis directement allé la rejoindre. Dès que j'ai passé la porte, elle secouait son téléphone sous mon nez. Il y avait la photo de Grant et moi en train de se tenir la main. On aurait dit que James avait mis sa menace à exécution, cet enfoiré. Il sera rayé de ma liste de cartes de Noël à envoyer. Ma mère m'a demandé d'un air sévère « Qui est ce jeune homme? Est-ce que tu as une liaison avec lui ?» Et la pauvre Janet alors? Oh oui, j'ai peut-être oublié de leur dire que je n'étais plus avec Janet. Je leur ai dit de se prendre un bon remontant et de s'asseoir. Puis je leur ai dit que Janet m'avait trompé, qu'on avait rompu, et que j'étais confus et seul et que j'avais pensé que j'étais peut-être gay, mais que j'avais fini par comprendre que non. Mes parents ne semblaient pas convaincus par mon histoire. Ils n'ont rien contre la communauté LGBT, mais ils possèdent une entreprise pharmaceutique dont j'hériterai dans quelques années, et c'est important pour eux que la famille ait un héritier. Ah, est-ce qu'ils pouvaient arrêter de réfléchir pendant un instant? Puis ma mère m'a lancé un regard noir en disant « Sam, ton père et moi insistons pour que tu arrêtes de voir cet homme, et tu t'en tiendras au rencard que nous te proposerons. Je connais une famille qui a une fille adorable de ton âge. Je les inviterai à dîner demain soir. Habille-toi bien. » Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'ai donc enfilé ce costume italien chic et oh là là, ça devrait être un crime d'être aussi canon que moi. Même moi, je me trouvais irrésistible. Ah. La famille arriva et je m'apprêtais à voir cette fille pour la première fois. Et quoi? Je la connaissais et je fus choqué en voyant que c'était la fille du bubble tea. Ses parents l'ont présentée. Elle s'appelait Julia. Julia, quel joli prénom! Je ne pouvais cacher ma joie. Je souriais tout le temps, sans pouvoir m'arrêter, même si je devais avoir l'air un peu inquiétant. Les planètes s'étaient alignées, la fille de mes rêves était assise en face de moi. Et waouh, je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Sa manière de manger, de boire et d'éternuer, tout était si adorable. Et oh mon Dieu, j'étais vraiment en train de tomber amoureux. Après manger, ma mère a proposé que je fasse visiter le jardin à Julia, car les roses étaient sublimes en cette saison. Dès qu'on fut dehors, elle s'est retournée vers moi en disant
Ok, écoute, tu es le 10e mec que mes parents me font rencontrer depuis 2 semaines. J'en ai marre, je n'ai pas envie d'être en couple de toute façon. Donc on pourrait éviter de perdre notre temps et mettre un terme à ça tout de suite. Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Elle ne m'aimait pas? Enfin, ah bon? Le prince charmant en costume, nom de Dieu! Cette fille devrait vraiment voir un opticien. Elle a dit « je m'en vais ». Et elle est rentrée à l'intérieur quand j'ai eu une idée de génie. Attends, j'ai une idée. Et si on se fiançait? Elle se tourna vers moi d'un air choqué. Bon, j'avais commencé donc autant continuer. Tes parents te tapent sur les nerfs et les miens aussi. Alors on peut faire semblant d'être fiancés pour qu'ils n'aient plus à intervenir dans notre vie amoureuse. On serait tous les deux gagnants. Julia semblait confuse et absolument pas convaincue. Donc j'ai ajouté. Tu pourras toujours fréquenter d'autres personnes, aucune attache. C'est juste qu'on aurait sûrement à vivre ensemble pour éviter tout soupçon. Mais ce n'est pas bien grave, mon appartement est assez grand. Alors, tu en penses quoi? Je voyais que Julia réfléchissait, mais elle semblait avoir besoin d'un élan. C'est alors que j'ai dit, et aussi, pour ta gouverne, je suis gay. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, car tu n'es pas mon genre. Ce serait comme avoir un colocataire, et même un coloc très sexy. Oh super, comment allais-je la séduire si elle pensait que j'étais gay? Bien joué, Sam. Mais à ma surprise, elle a accepté. Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ça marcherait. J'étais si heureux, mais il fallait que je me calme, et que je garde mon sang-froid. Donc on s'est serré la main pour sceller l'accord. Le lendemain, on s'est retrouvés dans un café pour parler des conditions, et on a établi quelques règles importantes. 1. Ne parler de cet accord à personne. 2. Pas d'excuses. On se rend ensemble aux événements importants. 3. On peut fréquenter d'autres personnes, mais on n'en parle pas à nos familles et à nos amis. 4. Personne ne doit dormir chez nous, car il n'y a pas assez de place et ce serait vraiment gênant. 5. Le mercredi soir, c'est soirée tacos. C'est non négociable. On a tous les deux signé le contrat. Waouh, je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. J'allais entrer dans une fausse relation avec la fille de mes rêves. Enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On a fait semblant de se fréquenter pour un mois, puis on a invité nos familles dans un restaurant chic pour leur annoncer qu'on s'était fiancés. On leur a montré la bague d'occasion qu'on avait payée à part égale et tout, et ma mère était si heureuse. Elle ne s'arrêtait pas d'enlacer tout le monde. Ensuite, on a emménagé ensemble, et mon objectif de conquérir le cœur de ma fiancée était officiellement lancé. Durant notre première nuit dans notre nouvelle maison, j'ai sorti un oreiller supplémentaire pour Julia, et j'ai mis une couette plus grande pour qu'on puisse la partager. Julia me voyait faire le lit, donc elle a demandé « Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu ne penses quand même pas qu'on va dormir dans le même lit, si ?» Je lui ai dit que « Si, où dormir sinon ?» Elle a rigolé en disant qu'elle prenait le lit et que je pouvais dormir sur le canapé. Oh mince, c'était une bonne occasion de se rapprocher d'elle. Donc je lui ai dit que j'avais des problèmes de dos et que j'avais besoin de dormir dans un lit. Je lui ai rappelé que j'étais gay et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Mais elle continua de refuser, donc elle a dormi sur le canapé. Oh, elle était si têtue. Comment pourrais-je dormir sachant que ma fiancée était sur le canapé? Donc je suis allé la voir pour voir si elle était encore réveillée. Non, elle dormait profondément, et même avec la bouche ouverte, elle était super mignonne. Je m'assis au sol, près d'elle, et sans m'en rendre compte, je me suis endormi. J'avais fait ce rêve génial où Julia et moi on se courait après sur la plage, et elle me taquinait en m'éclaboussant le visage. Soudainement, je me suis réveillé en sentant un liquide sur mon visage. J'ai ouvert les yeux, et c'était Julia. Elle bavait sur moi. Ah! J'ai couru dans la chambre avant qu'elle se réveille, et qu'elle me voie couvert de sa bave, car ça aurait été un peu bizarre, non? Le lendemain matin, j'ai préparé à Julia ma spécialité pour le petit déjeuner. Des œufs brouillés, du bacon et des saucisses. Je faisais des vrais efforts de présentation, donc mes plats avaient toujours l'air de sortir d'un restaurant étoilé Michelin. Gordon Ramsay ne connaissait pas mes talents de cuisinier. Après le petit déjeuner, elle est sortie, donc j'ai décidé de faire quelques changements. J'ai fait emmener le canapé, puis j'ai décidé de lui cuisiner un bon repas. Elle est rentrée et semblait confuse quand elle a vu la table dressée avec un vase de fleurs et des bougies. « On fait de quoi ?» demanda-t-elle. « Rien de spécial, je cuisine toujours comme ça, dis-je en haussant les épaules. Et où est le canapé ?» dit-elle en fronçant les sourcils. « Oh, cette vieillerie, il a cassé, il y avait des ressorts partout, c'était vraiment dangereux. Donc j'ai dû le faire emmener. Tu dormiras avec moi le temps qu'on en prenne un nouveau. » Je savais qu'elle ne pouvait pas refuser maintenant, car il n'y avait pas d'autre endroit où dormir. Mais non, elle refusait. Oh, elle devait se dire que je n'étais pas gay. Je le savais. Ok, j'avais encore un plan B. Il était temps de sortir mes mecs. Je sortis une pile de magazines du placard en disant « Ok, laisse-moi alors te trouver une couette où tu pourras dormir. » Elle regardait le magazine avec des yeux écarquillés. Oui, c'était que des magazines People avec en couverture l'homme le plus sexy du monde. Chris Hemsworth, Bradley Cooper et d'autres mecs canons. Elle allait en prendre un, mais je l'ai regardé d'un air sévère en disant « Hé, fais attention s'il te plaît, je tiens beaucoup à ces magazines. » Elle resta silencieuse un moment, puis a dit qu'on pouvait dormir dans le même lit. Oh mon Dieu, victoire! Je savais que c'était une bonne idée d'emprunter ces magazines à mon ami.
Julia a pris des oreillers en plus pour les mettre au milieu du lit en disant « Ne dépasse surtout pas cette ligne ». Je souris en acquiesçant. Le lendemain matin, je me suis réveillé et fus choqué. Julia m'enlaçait dans son sommeil. Tous les oreillers qu'elle avait mis au milieu étaient par terre. On dirait qu'elle ne pouvait pas me résister. Enfin, comment lui en vouloir, je suis un beau mec. Je restais allongé là à savourer ce bon moment. Mais soudainement, elle s'est réveillée et me poussa hors du lit. Aïe, mais ça valait le coup de se faire mal, non? Et ça ne s'est pas arrêté là. Vivre avec Julia en faisant semblant d'être gay n'était pas un choix de tout repos. Je dois lui avouer, mais est-ce que cela finira par porter ses fruits? Restez à l'écoute pour le découvrir. Lina, pourquoi tu es juste ma cousine et pas ma maman? Clara m'a regardée avec des yeux curieux. Je savais d'où venait cette question, car le sujet de la semaine à l'école maternelle était la famille. Les paroles innocentes de Clara me remplissaient de culpabilité. Étais-je une mauvaise personne? Je me suis posé cette question tous les jours pendant les 4 dernières années. Oui, la petite fille à côté de moi n'était pas ma fille. Je l'ai volée à son vrai père. Et je l'ai élevée seule depuis. Tout a commencé avec mon oncle Oliver, qui est un homme d'affaires prospère et une personne très aimable. Je lui dois beaucoup, ainsi qu'à ma grand-mère, car ce sont eux qui m'ont élevée après la mort de mes parents dans un accident de voiture lorsque je n'étais qu'une gamine. Mon oncle n'a pas ménagé ses efforts pour combler la figure paternelle manquante dans ma vie. Mais il voulait aussi avoir un enfant biologique à lui, ce qui était un problème assez délicat pour un homme asexué comme lui. Un soir, je venais de rentrer de ma soirée avec mes amis quand je l'ai vu assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. J'ai demandé « Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a regardé avec des yeux rouges gonflés, a soupiré puis a dit « Lina, c'est vraiment idiot. C'est juste que c'est mon anniversaire le mois prochain et je n'ai pas la seule chose que je désire le plus au monde. » Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai réconforté. Je savais qu'il avait toujours envie d'avoir un enfant et je voulais l'aider. Alors ensemble, nous avons étudié la possibilité de recourir à une mère porteuse. Mon oncle était si content et il a fait tous les papiers pour se procurer un ovule de donneuse. Maintenant, tout ce qu'il lui fallait, c'était une mère porteuse. Il est donc passé par une agence locale de mères porteuses qui lui a présenté 5 profils de mères porteuses potentielles. Je jure qu'il a dû relire chacun d'eux une centaine de fois. Mais il a fini par en choisir un. Une femme appelée Camille. Sur le papier, Camille semblait parfaite. Elle était âgée de 31 ans et avait déjà un petit garçon en bonne santé appelé Martin. Un contrat a été établi. Tous les soins médicaux de Camille seraient payés et elle recevrait également une somme d'argent assez importante. Puis, lorsque le bébé aurait 1 semaine, mon oncle l'élèverait seul. Tout cela semble parfait, hein? Eh bien, ça a vite pris une mauvaise tournure. Une fois que Camille est tombée enceinte, oncle Oliver a voulu être plus présent auprès d'elle pour pouvoir créer des liens avec le bébé. Une fois, je suis entrée dans le salon où de la musique classique était jouée et mon oncle appuyait sa tête sur le ventre de Camille pour voir si le bébé pouvait entendre la musique. Bientôt, rentrer à la maison et trouver Camille là est devenu la norme pour moi. Au début, cela ne me dérangeait pas car elle était toujours très gentille avec moi. Et nous avions même eu de petites discussions de temps en temps. Mais un matin, alors que je descendais les escaliers pour aller travailler, je l'ai aperçue dans le jardin, en train d'aider ma grand-mère à arroser les fleurs. J'étais sur le point de m'approcher pour les saluer quand je l'ai entendu dire « Oliver est un homme adorable, mais il est tellement occupé que j'ai peur qu'il trouve que c'est un peu trop déséquilibré entre un nouveau-né et le travail. » Puis ma grand-mère a dit « Ne t'inquiète pas, ma puce. Il aura Lina et moi pour l'aider. » Mais Lina est si jeune et elle a sa propre vie à mener. Elle est toujours à une fête ou avec un garçon. Et on ne peut pas attendre de toi que tu t'occupes d'un bébé. Pas à ton âge. Je ne veux pas qu'une étrangère s'occupe de mon bébé. Alors que je pourrais aider. Quoi? Son comportement si doux n'était qu'une façade, n'est-ce pas? Comment ose-t-elle essayer de manipuler mon adorable grand-mère? Quelques jours plus tard, je suis descendue au dîner pour voir Camille assise là. Elle m'a souri et m'a demandé comment était ma journée. Je n'ai pas cru à son numéro de gentillesse, mais je l'ai quand même répondu. À un moment donné, elle a soudainement sorti son téléphone. Puis son sourire s'est transformé en froncement de sourcils. « Oh non, Martin a de la fièvre. Je ferais mieux d'aller le voir. » Elle a immédiatement tiré sa chaise en arrière et s'est levée. Vous savez ce que c'est?
Seul l'amour d'une mère peut faire en sorte qu'un petit se sente mieux. Puis elle est partie. Les paroles empoisonnées de Camille ont certainement touché grand-mère, qui se montre inquiète pour Martin et laisse échapper un doux sourire tandis que ses yeux suivent les pas de Camille. Et ce n'était qu'un début. Le jeu de Camille a continué, car quelques jours plus tard, elle s'est présentée sur le pas de notre porte en larmes. Puis, elle nous a raconté que le lieu de la fête d'anniversaire de Martin avait annulé la fête et qu'ils avaient refusé de la rembourser. Évidemment, mon oncle lui a dit qu'elle pouvait faire la fête chez nous et qu'il couvrirait les frais. Le jour de la fête, j'ai vu Camille passer à mon oncle tous les reçus pour le château gonflable, le musicien, le traiteur, etc. Elle a tapoté doucement son ventre et a souri. « Tu seras un père merveilleux. Tu sais, on pourrait toujours avoir un autre après celui-là. » Gratuitement, bien sûr. Plus tard, je l'ai vu murmurer quelque chose à Martin. Et l'instant d'après, il a couru vers mon oncle, lui a serré les jambes et a dit « Merci pour la fête, papa. » Puis Camille s'est précipitée vers lui, a caressé ses cheveux et a dit « Oh, chérie, ce n'est pas ton papa. Mais ce serait bien, n'est-ce pas, de vivre tous ensemble ici avec le bébé. Trop, c'est trop. » Alors, ce soir-là, j'ai confronté mon oncle et ma grand-mère à ce sujet. Je n'ai pas un bon pressentiment sur Camille. Je pense qu'elle essaye de rompre le contrat. Mon oncle a soupiré, puis a dit « Je sais. » Puis grand-mère a ajouté « Camille a raison. Oliver ne peut pas faire ça tout seul. Tu es trop jeune et je suis trop vieille. C'est donc logique que Camille reste dans le coin pour l'aider. C'est toujours mieux que d'avoir un inconnu dans les parages, non ? Je peux aider. J'ai élevé la voix. Plutôt moi qu'elle. Je n'ai pas confiance en elle. Ma grand-mère a secoué la tête. Mais c'est elle la mère. C'est elle qui porte le bébé. Leur lien est indéniable. Je sais ce que c'est que de perdre des gens qu'on aime. Camille va briser le cœur du bébé. J'en suis sûre. Elle ne pense qu'à elle. Mon visage est devenu rouge alors que j'ai élevé la voix. Mon oncle est resté silencieux. Puis il a soupiré et est sorti de la pièce. J'ai couru après lui et je l'ai tiré en arrière. Mon oncle, tu as fait ton choix dès le début. Pourquoi le changer maintenant ? Il a répondu en gardant les yeux rivés sur le sol. Ta grand-mère n'a pas tort. Quoi ? J'ai crié. Arrête de laisser cette sorcière Camille te manipuler. Il a secoué la tête et il s'est éloigné. Oh mon Dieu ! Ils étaient contrôlés comme des marionnettes. Il fallait que ça cesse. Donc, j'ai décidé de confronter Camille à ce sujet. Ma chance est arrivée le lendemain. Elle aidait à préparer le dîner, alors je lui ai dit « Je sais ce que tu manigances. Tu veux juste une vie facile sans aucun souci d'argent. C'est pour ça que tu les manipules. Mais tu ne peux pas me tromper. » Elle a arrêté de couper les carottes, puis m'a regardée. « C'est vrai ? Le truc, Lina, c'est que j'ai toujours ce que je veux. » Elle a fait un sourire maléfique, puis elle a enfoncé le couteau dans la carotte avec une telle férocité que j'ai sursauté. C'était officiel. Camille était folle. Mais je n'avais aucune preuve. Donc en fait, il n'y avait absolument rien que je puisse faire à ce sujet. Comme prévu, la folie a continué. Le lendemain, je suis allée dans la chambre de grand-mère et je l'ai vue, l'air agité, fouiller dans son tiroir de chevet. Encore une fois, je ne trouvais pas mes pilules. Et il continuait à apparaître dans des endroits étranges. Elle semblait vraiment inquiète de perdre la tête. Plus tard, quand nous étions tous en train de dîner, Camille est allée au réfrigérateur et, surprise, devinez ce qu'elle y a trouvé. Ouais, les pilules de grand-mère. De toute évidence, Camille les avait mises là. Puis elle s'est approchée de grand-mère, lui a frotté l'épaule et lui a dit avec inquiétude « J'aurais dû m'occuper davantage de toi. Nous devrions te faire examiner par le médecin le plus tôt possible. L'âge peut être si cruel pour l'esprit, et je ne veux pas être distraite quand le bébé sera là. » Après cela, grand-mère semblait totalement convaincue qu'elle était trop vieille pour s'occuper d'un bébé, même après que le médecin lui ait dit que tout allait bien. De plus, elle était catégorique sur le fait que Camille devait emménager pour aider. Oh, quel serpent cette Camille ! Un mois plus tard, le bébé est né. Une fille. Mon oncle l'a appelée Clara, comme ma mère. Nous avons tous pleuré des larmes de joie et l'avons accueillie dans notre famille. Camille a eu son souhait exaucé. Et elle et Martin ont emménagé dans notre maison. Un matin, je suis descendue pour voir Camille tenant le bébé. Devant elle se trouvait le contrat déchiré. Je lui ai dit de partir et elle a souri et dit « Tu es une fille intelligente, Lina, mais tu n'es pas de taille face à moi. Je ne vais nulle part. C'est ma maison maintenant. Alors fais-toi à l'idée. »
Je savais qu'il était inutile d'en parler à mon oncle et à ma grand-mère. Je ne pouvais pas laisser cette femme détruire ma famille. Elle était dangereuse. Je pouvais finir par blesser tout le monde. Elle ne s'arrêterait jamais jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut. Et il n'y a pas moyen que je laisse cela arriver. Alors, quand Camille était dans la salle de bain, j'ai pris Clara dans mes bras. Et avant que je puisse m'en empêcher, je me suis enfuie de la maison et hors de leur vie. J'ai déménagé dans une nouvelle ville et j'ai trouvé un nouveau travail. Ce n'était censé être que temporaire, mais je suppose que j'étais trop égoïste et que j'avais peur de revenir en arrière. J'ai toujours été honnête avec Clara sur un point. J'étais sa cousine, pas sa mère. Alors, quand Clara a dit ces mots, « Lina, pourquoi tu es seulement ma cousine et pas ma maman ?» Je me suis sentie si coupable. Elle ne pouvait pas avoir de relation avec son père à cause de moi. Oui, j'avais voulu que ma famille sorte du piège de Camille. Mais ce que j'ai fait n'était pas juste pour mon oncle. Je le savais maintenant. Je n'avais aucun droit d'éloigner sa fille de lui pendant 4 ans. Je me sentais si mal en pensant à la tristesse et à la blessure que j'avais dû causer à lui et à ma grand-mère. La culpabilité me rongeait et je savais que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai donc appelé un vieil ami de la famille et je lui ai demandé d'approcher mon oncle. Plus tard dans la journée, mon ami m'a rapporté un message de sa part. « Camille est partie et ne reviendra pas. Tu avais raison à son sujet. Bien sûr, elle n'en voulait qu'à mon argent. Après ton départ, elle ne semblait plus du tout se soucier de Clara et a même menacé d'aller voir les flics pour te dénoncer si je ne la payais pas. S'il te plaît, reviens vers moi et ta grand-mère. Nous ne sommes pas contents de ce que tu as fait, mais nous savons que tu avais de bonnes intentions. On t'aime et on veut juste que nos filles reviennent à la maison. » Des larmes ont coulé sur mon visage. Ils avaient trouvé dans leur cœur la force de me pardonner. Fuir n'avait jamais été la solution, même si je l'avais fait avec de bonnes intentions. Il était temps d'arrêter de fuir, il était temps de rentrer à la maison. Alors, j'ai regardé la petite fille qui me rappelait tellement mon oncle. Clara, j'ai pris sa main. Tu es prête à rentrer à la maison chez ton papa ? Hé petite, pourquoi es-tu toute seule ? Comment tu t'appelles ? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh, comme moi. Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça ? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher ? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillé par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuies et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur !» Je ne pouvais pas le supporter. Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis ? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident.
J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger, puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt. Elle était juste là. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe », disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. » Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique. Et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant. Mais je te raconterai tout demain. Ok ? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident,
Ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps? Alors, où se trouve Alex maintenant? Ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle, et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein. Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier, a dit le médecin en quittant la pièce. J'ai regardé Thomas allongé sur le lit d'hôpital, entouré de matériel médical, et j'ai senti mon cœur s'effondrer. Puis Jacqueline s'est approchée de moi et m'a dit « Daniel, je pense que tu devrais peut-être rentrer chez toi et te reposer. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. » Oui, Jacqueline avait raison. Je devais être plus fort que jamais. Et en fait, si elle n'avait pas été là, je n'aurais probablement pas réussi à traverser cette période de folie. Bien que Jacqueline soit une nouvelle venue de notre service, nous étions devenus très vite proches, et je lui en étais très reconnaissant. J'ai souri à Jacqueline et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Puis, je suis allé voir mon pote Lucas.
Il venait de rentrer de son séjour à l'étranger. Nous étions amis depuis des années. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une marche de la fierté. Il était bisexuel, j'étais gay. Du moins, je l'avais été. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Vous voyez, j'ai réalisé que chaque fois que j'étais avec Jacqueline, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Est-ce que c'est possible que... J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai même pas vu Lucas ouvrir la porte. Il m'a regardé et a dit « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que tu avais un fantôme. » Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes et que j'avais vraiment besoin de ses conseils. Allongé sur son canapé, j'ai expliqué que mon petit ami Thomas était à l'hôpital, mais que j'avais commencé à avoir des sentiments pour une fille, Jacqueline. Lucas m'a regardé avec de la sympathie dans les yeux, puis il m'a donné un coup de coude et m'a dit « Daniel, bienvenue dans ma vie. C'est normal d'avoir des sentiments pour les hommes et les femmes. C'est normal. » Je lui ai demandé ce que je devais faire, et il m'a répondu que je devais simplement écouter mon cœur et le laisser décider. Puis il m'a fait un clin d'œil et m'a demandé de voir une photo de cette fille qui me rendait bi. J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré. Et il a eu l'air choqué. Il a écarquillé les yeux et je lui ai demandé s'il la trouvait sexy aussi. Mais il a alors dit quelque chose qui m'a refroidi le sang. « C'est mon ex-copine, mec. Waouh, quoi? Ça ne peut pas arriver. » Ensuite, Lucas m'a raconté qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait même fixé une date de mariage, mais qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avaient rompu. C'était trop bizarre. Quelles étaient les chances pour que ça arrive? Je voulais lui demander comment elle était et pourquoi ils avaient rompu, mais d'après son regard, c'était trop douloureux pour en parler. En plus, ça me mettait un peu mal à l'aise. J'ai à peine pu dormir cette nuit-là, m'inquiétant pour Thomas et pensant à Jacqueline et Lucas. C'était si étrange. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon travail, mon directeur est soudainement venu me dire « Daniel, félicitations, tu te débrouilles si bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un membre de ton équipe réussisse à être promu si rapidement. » Hein? Mais de quoi parlait-il? Personne n'avait été promu? J'étais si confus. Il a remarqué mon air perplexe et a dit « Tu ne savais pas, Jacqueline a repris le rôle de Thomas en tant que directrice. » Quoi? Comment c'est arrivé? Je l'ai regardé avec surprise et il a continué. La rumeur dit que Jacqueline est la fille du président. Il est donc normal qu'elle prenne la relève. Elle a clairement bien caché son identité, n'est-ce pas? Puis il a juste ri et est parti. Attendez, si Jacqueline était la fille du président, cela signifie qu'elle était liée à Thomas. Elle était la sœur de Thomas? Non? Mais ce n'est pas possible. Elle avait agi comme si elle ne le connaissait pas à l'hôpital ce jour-là. J'ai rapidement couru pour la trouver et lui dire « Hey Jacqueline, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais la sœur de Thomas? Tu sais que ton frère et moi sommes amoureux. Pourquoi tu me l'as caché ?» Jacqueline soupire et répond « En fait, je ne voulais pas te le cacher. Mais mes parents m'ont envoyé pour aider Thomas à diriger l'entreprise. Je n'ai aucune expérience et je voulais que tout le monde me traite comme une nouvelle recrue et que je puisse apprendre. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Je suis vraiment désolé. » Je suppose qu'elle a fait la bonne chose. Comme j'avais entendu beaucoup de ragots dans mon dos quand j'ai commencé à sortir avec Thomas. Alors j'ai sympathisé avec elle. Mais maintenant, tout avait un sens. La raison pour laquelle j'avais le béguin pour Jacqueline, c'est qu'elle ressemblait tellement à Thomas. Les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes pommettes, même les mêmes gestes. Elle avait aussi les mêmes allergies aux crevettes. Et ils avaient tous les deux cette habitude de faire tourner leur stylo quand ils sont au fond de leurs pensées. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Et si je n'étais pas amoureux de Jacqueline? J'étais juste amoureux de sa ressemblance avec Thomas. Ok, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Donc, c'était Thomas que j'aimais après tout. Le lendemain, je suis allé rendre visite à Thomas avec un énorme bouquet de tournesol, ses préférés. En passant par l'entrée, j'ai aperçu Lucas. « Hey, on se rencontre à nouveau !» J'ai crié « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il m'a raconté qu'il rendait visite à son ex qui avait eu un accident. Et j'ai dit que je rendais visite à mon petit ami, qui avait eu un accident. « Marchons ensemble. » J'ai demandé « Dans quelle chambre est ton ex ?»« 1502, a dit Lucas. « T'es sûr ?» C'était la chambre de Thomas. J'ai pensé, puis j'ai compris. « Attends, ton ex s'appelle Thomas ?» J'ai demandé en espérant vraiment que ce ne soit pas le cas. « Comment tu le sais ?» Lucas a riposté. « Parce que Thomas est mon petit ami, j'ai dit. » C'était vraiment trop gênant. Comment était-il possible d'avoir autant de coïncidences? Je n'arrivais pas à y croire. Lucas a été choqué aussi et a dit que Thomas était la raison pour laquelle lui et Jacqueline avaient rompu. Il est tombé amoureux de Thomas. Et la famille Thomas a été tellement bouleversée par cela qu'elle a mis Thomas à la porte. Oh, c'est pour ça que Thomas ne parlait jamais de sa famille et qu'il m'a dit de ne jamais poser de questions à leur sujet. Après sa détresse, malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Alors Lucas a fait ses valises et a décidé d'aller étudier à l'étranger pour prendre un nouveau départ. Oh mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment Jacqueline s'est sentie quand elle a découvert que son futur mari était amoureux de son frère. Lucas et moi étions choqués tous les deux, mais pas autant que nous allions l'être un moment plus tard. Nous étions sur le point d'entrer dans la chambre de Thomas quand nous avons entendu la voix de Jacqueline. Elle parlait d'un ton méchant en disant « Thomas, attends un peu. Comment te sentirais-tu quand ton petit ami tombera amoureux de moi ?
Ça va être douloureux, non? Je vais le pousser à te quitter et je te rendrai la monnaie. Après tout ce que tu m'avais fait. Il est temps de goûter à ton propre poison. Je me suis figé quand je l'ai entendu dire ça. Je me suis tourné vers Lucas et il était tout aussi choqué que moi. Soudain, il a franchi la porte et je le suivis en trombe. Jacqueline a failli tomber de sa chaise de surprise en nous voyant. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ensemble? A-t-elle dit. Hey, étrange, dit Lucas. Allez, Jacqueline, laisse tomber, ça fait longtemps. C'était fini entre nous, laisse tomber, et passe à autre chose. Lucas était tellement en colère, mais Jacqueline s'est contentée de rire et de dire « Reprends-toi, Lucas, il ne s'agit pas de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux juste me venger de mon frère. » C'était si cruel de sa part de te voler et de ruiner ma vie comme ça. Puis les yeux pleins de haine, elle s'est retournée pour regarder le pauvre Thomas étendu là. J'étais furieux, j'ai réalisé exactement ce que Jacqueline faisait. Flirter délibérément avec moi pour m'éloigner de Thomas. Comment a-t-elle pu? Je l'ai confrontée sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me traites comme ça? Et ton pauvre frère? Je ne m'attendais pas. Mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu et a dit « Daniel, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que c'était mon attention au début, mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi. Et je pensais que tu commencerais à tomber amoureux de moi aussi. Je suis vraiment désolé. » Jacqueline a alors essayé de me prendre la main, mais j'étais dégoûté. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Éloigne-toi de moi, je ne veux plus te voir. » Jacqueline a commencé à pleurer, mais j'étais trop bouleversé pour être dérangé. J'étais tellement horrifié qu'elle ait pu faire ça. J'étais déçu de moi aussi, d'être tombé dans son piège. Pauvre Thomas, il ne méritait pas du tout ça. Je l'ai regardé fixement allongé sur le lit d'hôpital, et s'il savait. J'ai continué à le fixer et je jure avoir vu ses doigts tressaillir. Oh mon Dieu, il se réveillait. Lucas est rapidement allé chercher le médecin, tandis que je restais avec Thomas et essayais de lui parler. Thomas, tu es réveillé? Les médecins ont fait quelques tests et ont dit que Thomas avait finalement repris conscience et qu'il allait bientôt se réveiller correctement. Lucas et moi étions aux anges, j'étais tellement soulagé qu'il aille bien, et il semble que Jacqueline ait ressenti la même chose, car elle se tenait silencieusement dans un coin de la pièce, des larmes coulant de ses yeux jusqu'au coin de sa bouche, qui s'est révélée en un sourire le plus subtil. Et comme prévu environ une semaine plus tard, Thomas a ouvert les yeux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Il a commencé la thérapie physique, et j'ai passé beaucoup de temps à l'aider. Bien sûr, Lucas est venu me rendre visite aussi, et nous avons tous bien ri de la façon dont nous étions liés. Ça devait être le vrai destin, car appeler ça des coïncidences serait un euphémisme. Quant à Jacqueline, elle avait juste disparu. Mais quelques jours plus tard, alors que Thomas, Lucas et moi discutions à l'hôpital, un email est apparu sur mon téléphone. C'était Jacqueline, et elle disait qu'elle était tellement désolée pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle espérait que Thomas et moi pourrions lui pardonner. Elle a ensuite dit qu'elle nous souhaitait que du bonheur. J'ai dit à Thomas et Lucas la bonne nouvelle, et nous étions tous si soulagés. Peut-être que nous pourrions tous être amis après tout. Je veux dire, Jacqueline pourrait devenir ma belle-sœur un jour, n'est-ce pas? La vie peut être si drôle. Je suis content que Lucas soit apparu à ce moment-là, et que tout était révélé au grand jour. Je ne me serais jamais pardonné si j'avais quitté Thomas pour sa sœur. Thomas a toujours été le bon pour moi. C'était le 31 mars, un jour ordinaire, pas vrai? Eh bien oui, mais pas le lendemain, non, car c'était le jour du poisson d'avril. Un farceur comme moi attend toute l'année, ce jour où je peux faire des blagues aux gens sans qu'ils soient fâchés contre moi. J'ai planifié mes tours depuis des mois et ça va être tellement amusant. Je me suis tournée vers ma meilleure amie Aya et avec un sourire sournois, j'ai dit « Tu n'as qu'à attendre, demain mes idées de farce vont être légendaires !» Je pensais qu'Aya voudrait en savoir plus, mais non. Elle s'est contentée de dégager sa frange du visage et a soupiré. « Rose, pourquoi tu ne laisses pas tomber cette année? Soyons réalistes, personne ne trouve tes blagues drôles, seulement gênantes et agaçantes. »« Quoi? Pas possible, ce n'est pas vrai. Les gens adorent mes farces. » Aya a continué. « Tu te souviens de ta blague du crayon sur Elsa l'année dernière? » J'ai hoché la tête et j'ai laissé échapper un grognement. Comment pourrais-je oublier cette farce? Car elle était si drôle. J'ai coupé le crayon de Elsa en deux, j'ai rempli son manche d'encre, puis je l'ai recollé comme neuf. Et voilà, une explosion d'encre pendant un examen ennuyeux. Elsa a beaucoup pleuré parce qu'elle a raté son test de biologie et a dû le repasser. J'ai haussé les épaules. C'était techniquement vrai, mais c'était quand même drôle. Et la fois où tu as échangé la musique des équipes de Pom-Pom Girl contre du heavy metal et que tu les as ridiculisées au match de basket? Elle a froncé les sourcils. Bon sang, arrête d'être un rabat-joie. Je fais en sorte que l'expérience du lycée soit mémorable pour tout le monde. Soyons honnêtes, personne ne se souviendra des contrôles ennuyeux et des matchs de basket fastidieux sinon. J'étais trop occupée à parler pour remarquer le ballon qui filait dans les airs jusqu'à ce qu'il me frappe en plein sur la tête. Aïe! Tout est devenu noir et je me suis effondrée.
J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Aya et d'autres enfants qui me regardaient bouche bée. Puis, mon professeur s'est précipité et les a dispersés. « Rose, tu vas bien ?» Elle et Aya m'ont aidé à m'asseoir, et pendant que je me frottais la tête, j'ai répondu « Oui, je vais bien, mais j'ai un peu le vertige. » L'enseignante a pensé que ce serait mieux si je rentrais tôt à la maison, alors elle a dit à Aya de me raccompagner. J'étais si fatiguée, mais je savais que dormir, alors que je pouvais avoir une commotion cérébrale, était une mauvaise idée. Alors, je me suis détendue et j'ai regardé un film dans ma chambre jusqu'à ce que maman rentre du travail. D'accord, j'avais mal à la tête et la pièce tournait encore, mais il était hors de question de laisser ce petit accident gâcher mon grand jour. J'avais des projets à faire, alors j'ai pris mon carnet et j'ai vérifié mes idées de farce et ma liste d'accessoires. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt et youpi, le vertige s'était arrêté. Waouh, aujourd'hui était le grand jour, que les farces commencent. J'avais dit à Aya de me retrouver plus tôt pour avoir le temps de préparer mes farces. Mais à ma grande déception, elle est arrivée à l'heure habituelle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai tapoté ma montre. « Quelle heure tu appelles ça ? Maintenant, je vais être en retard sur le planning. » Elle m'a jeté un regard perplexe. « Pourquoi faire ? On n'est plus le 1er avril, aujourd'hui on est le 2. Tu as eu congé hier à cause de ta bosse à la tête. Tu te souviens ? » « Quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Regarde, il est écrit qu'on est le 1er avril. » J'ai agité mon téléphone devant elle. « Alors ton calendrier est faux. Vérifie tes paramètres. Maintenant allons-y. » Elle est partie. « Pas question, ne crois pas que tu peux me duper !» j'ai dit en essayant de courir après elle. Dès que je suis arrivée à l'école, j'ai rejoint mes amis à la cantine pour le petit déjeuner. Et Célia m'a regardée et a dit « Comment ça va la tête ?» Je lui ai dit que ça allait et je lui ai passé un Oreo. Elle l'a mangé sans hésiter. Mais après une bouchée, elle l'a recraché dans sa main. « Burk, c'est quoi ça ? Burk !» Je lui ai ri au nez et lui ai dit « Ah, c'est du dentifrice pris en sandwich entre des biscuits Oreo. Ok, je suis désolée. Bois ça. » Puis je lui ai passé une bouteille de cola. Elle a pris une grande gorgée puis l'a immédiatement recrachée. « Hé, c'est dégueulasse !» Puis elle a couru à la salle de bain pour se nettoyer la bouche. Oui, j'avais mis de la sauce soja dans cette bouteille. Je l'ai suivie dans la salle de bain pour vérifier qu'elle allait bien et je l'ai trouvée en train de se rincer la bouche sous le robinet. Quand elle a fini, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Rose, ce n'est pas drôle. Je croyais que tu ne faisais ces farces stupides que le 1er avril. Maintenant, je dois supporter une haleine puante de sauce soja toute la journée. » J'ai roulé des yeux puis j'ai souri. Ouais, comme si ce n'était pas le 1er avril aujourd'hui. « Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? On est le 2. » Et elle est partie en claquant la porte. Attends, quoi ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par « on est le 2 » ? C'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, vu que j'étais déjà ici, j'ai décidé que je pouvais aussi bien faire une autre farce. J'ai sorti mon pot de Nutella, je suis entrée dans un des box et j'ai attendu qu'une autre fille entre dans celui d'à côté. Je lui ai demandé « Hey, excuse-moi mon amie, vous aviez du papier toilette là-dedans ?» Elle a été gentille et a répondu « Bien sûr !» Puis elle me l'a passé. J'ai rapidement mis du Nutella sur ma main, puis je l'ai frotté sur sa main à elle aussi. Oups ! Oh là là, elle a crié si fort que je n'ai pas pu retenir mon rire. « Burk, qu'est-ce que c'est ? Si dégoûtant ! Espèce de monstre !» Puis elle est sortie en courant pour se laver la main. Je suis sortie. « Relax, ma fille. C'était juste une farce pour le jour des fous. Juste du Nutella. » Mais elle a ricané en retour. « Tu es folle, et c'est déjà le 2. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et elle est partie. Ok, donc c'était bizarre. Pourquoi tout le monde agissait comme si c'était le 2 avril ? En allant en cours, j'ai revérifié mon téléphone. Ouais, c'était le 1er avril. Ok, j'ai compris. C'était la tentative stupide de tout le monde de me duper. Bien essayé, mais ça ne marchera pas. Comme on était le 1er, ça voulait dire que c'était l'heure du cours de maths. J'ai pris ma place en classe et j'ai attendu. Mais pourquoi Monsieur Simon, le professeur de chimie, est-il entré ? Il nous a dit de nous préparer pour notre prochaine leçon dans le laboratoire. Hein ? Qu'est-ce qui se passait ? J'étais si confuse. C'était l'emploi du temps de demain, non ? Puis, il s'est assis sur la chaise sans aucun soupçon et... un gros bruit de paix a retenti. J'ai tellement ri que j'avais mal aux côtes. Je n'arrivais pas à y croire. Je fais ça chaque année, mais il se trompe à chaque fois. Mais... attendez, pourquoi tout le monde était-il si calme ? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais la seule à rire. Oh, allez tout le monde, c'était amusant, la blague typique du poisson d'avril. Monsieur Simon a brandi le coussin péteur et m'a jeté un regard sévère. Rose, je n'attends pas ce comportement de quelqu'un de ton âge, surtout que ce n'est même plus un poisson d'avril. Et croyez-le ou non, tous mes camarades de classe étaient d'accord avec lui. C'est pas vrai. Tout le monde était fou. Non, c'est le 1er avril, je le sais, vous mentez tous.
ai-je répondu en panique avant de rassembler mes affaires et de sortir de la classe en courant. J'avais vraiment besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à tout cela. Tout était tellement fou. Je n'aurais pas pu m'évanouir pendant toute une journée, n'est-ce pas? Ou bien la balle m'a frappé si fort que j'ai perdu la mémoire? Je me souviens d'avoir dîné, puis d'avoir veillé tard pour planifier mes farces, et je sais que j'étais fatiguée, mais ce n'était pas possible. C'était eux les fous, pas moi. Bref, c'est l'heure du labo, j'étais la dernière à entrer, je me suis assise à mon banc et j'ai commencé l'expérience. Je suppose que je ne me concentrais pas correctement. Alors que je versais le produit chimique dans le bécher, boum! L'instant d'après, j'étais couverte d'une étrange poudre verte. Pourtant, personne ne riait, au contraire. Ils me regardaient tous et me demandaient si j'allais bien. Puis M. Simon leur a demandé à tous pourquoi cette bouteille de produit chimique est-elle ici? Quelle erreur! Embarrassée, j'ai couru à la salle de bain pour me nettoyer le visage. Bon sang, je ressemblais au Grinch. C'était super difficile à enlever en frottant. Aïe! J'espérais ne pas garder cette couleur pour toujours. Mais était-ce une blague de quelqu'un? Mais si c'est le cas, pourquoi personne n'a ri? J'aurais sûrement ri à leur place. Finalement, la poudre verte a commencé à se détacher et je suis retournée en classe. Sur le dessus de mon sac à dos, il y avait une note pliée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte. Salut Rose, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Retrouve-moi dans le hall après le cours. Marcel, X. Mon cœur a instantanément palpité. J'avais le béguin pour Marcel depuis une éternité, mais... Oh, j'ai compris. Ça devait être une farce. Tout le monde savait que je l'aimais bien, alors ils ont fait tout ça pour m'embarrasser. Marcel doit être impliqué cette fois-ci. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, il a souri et m'a fait un joli signe de la main. Peu importe, c'était vraiment trop beau pour être vrai. Assez, je n'allais plus laisser tout le monde se moquer de moi. Donc alors que je suivais Marcel dans le hall, j'ai pris une gorgée d'eau, mais je l'ai gardée dans ma bouche. Puis quand Marcel s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, j'ai fait jaillir l'eau en l'air comme un éléphant, puis j'ai dit « Ha! Je t'ai eu, je ne suis pas idiote !» Il s'est essuyé le visage sur le revers de sa manche, puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Rose, j'ai des sentiments pour toi. » J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour te le dire, car je ne voulais pas le faire hier, le jour du poisson d'avril, car tu aurais probablement pensé que c'était une blague. Alors pourquoi me faire ça à moi? Je l'ai regardé sans voix. Les mots surlignés que j'ai entendus étaient « sentiments, hier » et « poisson d'avril ». J'ai commencé à rire d'un faux rire, mais c'est devenu gênant car son expression sérieuse ne bougeait pas. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» j'ai marmonné, mais il avait l'air totalement dévasté. « Oh non, je ne voulais pas contrarier Marcel. J'étais juste confuse avec les jours et... Aïe aïe aïe! Il semblait que j'avais vraiment manqué le poisson d'avril. Quelle déception! » J'ai réalisé que ma farce était allée trop loin et qu'elle avait pu le blesser. Alors j'ai lâché « Marcel, je suis vraiment désolée. Je ne le pensais pas, c'est la commotion, je suis en train de délirer, je suis vraiment désolée. » Puis il y a eu un silence gênant. Soudain, le regard triste de Marcel s'est transformé en un sourire en coin, et il s'est mis à rire. Puis tout le monde a surgi de nulle part et s'est mis à rire aussi. Je suis restée là, l'air débile, puis Aya est apparue et a dit « Je t'ai eu !» Donc il s'avère que c'était en fait le 1er avril, et je n'avais pas manqué un jour. Non, c'était l'idée ingénieuse d'Aya pour que tout le monde se venge de moi. La nuit dernière, elle a créé un groupe sur Facebook et a ajouté tout le monde dans la classe, y compris les enseignants, pour planifier la farce d'aujourd'hui. Non, ça ne pouvait pas être possible, j'étais la reine des farces, pas eux. Puis Aya s'est approchée de moi et a dit « Hé Rose, Marcel quoi? C'est toujours le jour du poisson d'avril !» Ensuite, je lui ai fait un sourire, puis j'ai tapoté son bras et j'ai commencé à rire. Je suppose qu'il m'avait bien eu. Après ça, je n'ai plus fait de farce, j'étais juste heureuse de passer une journée tranquille. Puis, alors que je rentrais chez moi, Marcel m'a rattrapée et m'a dit « Rose, je suis désolée, mais en fait, tout n'était pas une blague aujourd'hui. » J'ai souri et je l'ai regardé. « Ah oui? Alors qu'est-ce qui n'est pas une blague ?» Mais il est devenu rouge comme une tomate et s'est enfui. Je suis restée là, à rougir en le regardant s'éloigner. Cela signifie-t-il que Marcel m'aime vraiment? Intéressant. Peut-être que ce poisson d'avril n'était pas si raté que ça après tout.